Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de prendre en main le théorème d'Ampère en l'appliquant au cas du calcul du champ magnétique créé par les courants qui circulent dans un câble coaxial. Voilà. Alors, c'est quoi un câble coaxial? Donc, on va commencer par ça. Voilà, je vous montre. On fait un petit coupure vidéo et je vous montre. Alors, un câble coaxial, en fait, c'est ça. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ok. Donc ici, vous avez là le conducteur central, là, qui est bien couleur cuivre. Voilà. Ensuite, vous avez une petite couche d'isolant, là, en blanc, là. Et puis ici, vous avez une tresse métallique faite d'une feuille d'alu et puis de papier, de fil de cuivre tressé comme ça. Voilà. Et donc, un câble coaxial, c'est donc un conducteur central entouré par un conducteur périphérique, on va dire, qui fait le tour. Voilà. Et pour isoler entre les deux, bien, on a un isolant en plastique, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, ce câble-là qui est blanc, en fait, c'est du câble utilisé pour véhiculer le signal d'antenne vers le téléviseur. Hein, quand on reçoit la télé par l'antenne. Voilà ce que ça donne. Typiquement, ça donne comment dire, ça ressemble à ce genre de cordon aussi qu'on trouve pas mal dans les maisons. Là. Vous voyez, avec fiche mâle, fiche femelle. Voilà, et le cordon coaxial là, qui fait toute sa longueur. Voilà, c'est aussi utilisé en audio pour transmettre les sons, notamment à travers des prises jack comme ça. Là. Et puis derrière, ce qu'on a souvent, c'est un câble coaxial comme ça. Voilà. Typiquement, aussi dans les chaînes Hi-Fi, vous trouvez ça. Voilà. Pour transporter les signaux audio. Et puis, et les câbles coaxiaux derrière. Voilà. Et puis, vous avez ça aussi avec ces prises-là. Voilà, ça existe aussi comme ça, au bout là, de cette connectique. Et ça, c'est avec le câble qui est derrière. Voilà. Et ça sert à raccorder sur les micros. Voilà. Vous avez un micro comme ça. Et on regarde. Voilà, ça s'emboîte comme ça. Ok. Alors typiquement, je vous montre aussi là. Voilà, là vous avez un câble coaxial qui fait le tour, qui descend l'escalier, etc., etc., qui fait le tour comme ça. Bien ça, c'est le câble coaxial qui amène le haut débit internet dans ma maison. Voilà. Alors, à la fin du TD, je vous expliquerai en partie pourquoi on utilise des câbles coaxiaux pour toutes ces applications. Mais pour le moment, on va commencer par faire le calcul du champ magnétique. Alors maintenant que vous avez vu ce que c'est qu'un câble coaxial, eh bien on va pouvoir traiter l'exercice qui s'appelle exocoax. Alors vu en coupe, un câble coaxial, ça ressemble à quoi? Alors je vais essayer de dessiner ça du mieux que je peux. On va faire un premier cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle. Voilà. Ok, donc ces cercles sont concentriques. Ici, donc le centre, c'est l'axe du câble coaxial. Ça, c'est l'intérieur du conducteur central. Donc si je fais un peu de perspective, bien on va dire que voilà, il arrive comme ça. Et le conducteur extérieur, il est comme ça. Alors, dans un câble coaxial, le courant qui arrive par le centre, qu'on va noter I, est égal au courant qui repart par le conducteur extérieur, en vertu du tout ce qui rentre égale tout ce qui sort pour le courant électrique. Voilà, notamment quand on est en ce qu'on appelle en... Comment dire, quand tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Ensuite, on se donne les rayons, petit a, rayon du conducteur central, et le conducteur extérieur va être contenu entre les deux rayons qu'on va appeler B et C. Voilà. Et l'objectif de l'exercice, c'est de calculer le champ magnétique créé par ces deux courants en tout point de l'espace. Voilà. On va faire ça absolument partout. Et pour faire ça, eh bien, on va appliquer le théorème d'Ampère. Et pour appliquer le théorème d'Ampère, on va avoir besoin d'un contour fermé. Alors on va prendre un contour fermé que je vais dessiner au début. Je vais le faire en pointillé, ce contour fermé. Ça va être un cercle qui fait centré sur le centre du coax. D'ailleurs, on va l'appeler O, le centre du coax. Le câble coaxial. Et puis,
Voilà, je vais faire un cercle comme ça. Qui entoure. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir dessiner le champ B pour tous les points du cercle. Alors, le champ B ou le champ H. On va plutôt dessiner le champ H puisque c'est celui qui est impliqué dans le théorème d'Ampère, en fait, hein, le champ H. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le champ magnétique ou le champ H a tendance à tourner autour des courants qui lui donnent naissance. Donc, en fait, on sait que les lignes de champ vont être des cercles comme ça, hein, qui correspondent au contour fermé ici. Et ça a toutes les chances de tourner dans ce sens-là, comme ça. Donc voilà, on va avoir un champ H ici, comme ça. Alors pourquoi le sens de rotation comme ça? Le courant qui passe dans le centre, avec mon pouce, il arrive comme ça, il va de l'arrière du tableau à l'avant, donc en fait, il engendre une rotation dans ce sens-là. Voilà, le champ H est comme ça. Allez, j'en fais un quatrième. Et ensuite, ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est que, chose très importante, pour tous les points du contour fermé, le champ H a la même intensité parce qu'il est à égale distance du centre du câble coaxial. Et que, en fait, toutes les sources de courant sont symétriques par rapport à ce centre. Donc, voilà, donc l'intensité du champ H ne va dépendre que de l'éloignement au centre du câble coaxial. Très important. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va choisir un sens de parcours positif du contour fermé. Donc, je vais le prendre dans le sens du champ H. On pourrait le prendre dans le sens contraire, mais autant le prendre dans le même sens. Ça va nous permettre d'avoir une circulation qui est positive. Voilà, je fais ça. Et ensuite, j'écris le théorème d'Ampère. Alors, le théorème d'Ampère, je vous rappelle, hein, il s'écrit que la circulation de H sur le contour fermé, donc ça s'écrit comme ça, sur le contour fermé qu'on va appeler C, la circulation, c'est somme des H dl, égale sigma des I qui passe à l'intérieur du contour fermé. Okay. Alors, la première chose qu'on va calculer, eh bien, c'est le fameux produit scalaire. Et le produit scalaire, en fait, on l'avait écrit, hein, en fait, c'est le module du champ H, que j'écris H sans flèche, que multiplie le module du vecteur dl, que j'écris dl sans flèche, que multiplie le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. On va écrire or. Voilà, on va commencer par calculer ça. Ok, et donc première chose qu'on va... Donc ça c'est l'angle, je mets un petit chapeau pour dire l'angle, entre les deux. Voilà. Et on va se poser la question de savoir ce que vaut cet angle-là. Et pour ça, eh bien, il faut décomposer le déplacement sur le contour fermé en petit vecteur dl. Ben, je vais le faire ici, voilà, je fais un petit vecteur dl. Hein. Il va être comme ça. Et voilà, puis en fait, il va suivre le contour fermé. Et comme h est toujours tangent au contour fermé, eh bien dl et h, en fait, sont dans la même direction. On dit qu'ils sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires dans la même direction, ça veut dire que l'angle entre ces deux vecteurs, eh bien cet angle-là, ça vaut 0. Donc si ça vaut 0, eh bien le cosinus de 0, ça vaut 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on a pleine circulation. Voilà. Donc ça, en fait, ça va être égal à somme des h scalaire dl. Voilà. Tout ça pour, en fait, enlever les flèches, finalement. Voilà, simplement dû au fait que dl est dans le même sens que h, pour tous les points du cercle. Après, comment on s'en sort de ça? Eh bien, on sait que h a la même intensité pour tous les points du contour fermé. Donc, ça veut dire que le module de h, qui correspond à cette intensité, eh bien, c'est une constante. Et dans une somme, qu'elle soit intégrale ou pas, s'il y a une constante, on peut la mettre en facteur devant. Donc, le h, je le sors. Il me reste somme sur c dl. Voilà. Et donc, bien, il n'y a plus qu'à calculer cette intégrale-là. Et à votre avis, ça vaut quoi cette intégrale-là, somme des dl? Eh bien, dl, c'est la norme du vecteur dl, ça correspond à la longueur du petit pas qui correspond au déplacement dl. Et si je somme la longueur des petits pas que je fais quand je fais tout le tour du contour fermé, eh bien, j'obtiens ce qu'on va appeler la longueur du contour fermé, du chemin. Et là, ça correspond au périmètre du cercle en question. Et bien donc, ça va nous donner h fois 2πr, puisque le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Donc c'est simplement que, en fait, le rayon du cercle, ici, je vais l'appeler comme ça.
ça sera R. Okay. Donc le théorème d'Ampère, il s'écrit comment, au final? Eh bien, H fois 2πr égale sigma di. Voilà. Et de ça, on en déduit donc que le module de H, ça sera égal à sigma di sur 2πr. Voilà. Alors on ne va pas s'arrêter là, on va aller encore un petit peu plus loin, parce qu'on sait qu'à la fin, pour obtenir l'intensité du champ magnétique, eh bien, on écrit que B égale mu0H. Voilà, égale donc, eh bien, je multiplie tout ça par mu0, ça nous fait mu0 sigma di sur 2πr. Voilà. Et cette formule, je vais l'écrire là, puisque c'est celle qui va nous servir dans toute la suite. Donc je la écris ici, B égale mu0 sigma di sur 2πr. Voilà. Et j'efface tout le reste, puisque maintenant la difficulté de l'exercice va plus qu'à consister à se poser la question de savoir ce que vaut sigma di. Alors que sigma di, je vous rappelle, hein, c'est la somme des courants qui passent à l'intérieur du contour fermé. Allez, j'efface tout ça. Alors, sigma di. Donc le premier cas de figure qu'on va se poser, c'est le cas où R, où le contour fermé là est entre les deux conducteurs, c'est-à-dire entre ce cercle-là et ce cercle-là. Voilà. Et là, ça va correspondre en fait au rayon compris entre A, minimum A, et B. Donc en fait, si on a une distance du centre du coaxe, R qui est telle que, donc R compris entre A et B, on peut mettre des égales, ça ne change pas. Ça, voilà. Et là, on se pose la question de savoir ce que vaut la somme des courants qui passent à l'intérieur du cercle rouge, comme ça. Et là, c'est évident, puisque en fait, à l'intérieur du cercle rouge, il passe la totalité du courant dans le conducteur central. Voilà. Et absolument aucun du courant, aucune partie du courant qui va dans le sens dans le conducteur extérieur, puisque ça, c'est le conducteur extérieur et au-delà du contour fermé. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va écrire que sigma di égale I. Alors, il faut juste savoir si on compte avec un signe positif ou un signe négatif, le I. Eh bien, là, on prend la règle à main droite. Les doigts indiquent le sens de rotation, le sens de parcours du contour fermé, pardon, comme ça. Et le pouce indique le sens des courants qui doivent être comptés positivement. Et on voit que ce IA doit être compté positivement. Donc ça entraîne sigma di égale I, tout bêtement. Et donc, de ça, on va en déduire que B, dans ce cas-là, il vaut mu0I sur 2πr. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas qui donne ça. Voilà. Allez, ensuite, on va faire un cas qui est relativement simple. C'est si on est à l'extérieur du câble coaxial. Alors, à l'extérieur du câble coaxial, ça veut dire qu'on fait grossir le rayon de ce cercle, comme ça, il grossit, et on va de manière à avoir le contour fermé qui soit complètement en dehors du câble coaxial. Mettons ici, là. Donc si mon contour fermé, il fait tout le tour du câble coaxial comme ça. Okay. Et bien ça, c'est le cas où le rayon de ce contour fermé est plus grand que C. Alors une fois qu'on écrit ça, et bien là, on va en déduire que sigma di, c'est égal à quoi? Donc cette fois, je raisonne sur ce grand cercle-là, hein, celui-là on oublie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, à l'intérieur de ce cercle-là, il passe tout le courant du conducteur intérieur, qui va par contre dans ce sens-là, donc il est compté positivement, mais également tout le courant du conducteur extérieur qui va dans l'autre sens. Donc le sigma di, I, en fait, il vaut I moins I, et I moins I, ben, comme c'est la même valeur de courant, ça fait 0. Et donc, eh bien, si on applique la formule ici, eh bien, on obtient que le champ magnétique à l'extérieur du câble coaxial, il vaut 0.
Allez, on continue. Maintenant, on va on va se mettre à un point ici qui est à l'intérieur du conducteur central, c'est-à-dire, je prends un contour fermé ici qui est à l'intérieur du conducteur central. Et je fais un cercle centré sur le centre du câble coaxial, voilà, qui fait le tour. Voilà, et ça va être mon contour fermé. Et là, je vais me poser la question de savoir ce que vaut la quantité de courant qui passe à l'intérieur du cercle. Alors, on va faire ça. Donc là, c'est R qui est compris entre 0 et A. On va écrire comme ça. Et là, sigma DI égale quoi? Alors là, ce qui serait bien, si vous fassiez pause et vous essayez de réfléchir un peu pour voir si vous arrivez à trouver par vous-même. Hein. Mais voilà, ce qu'on peut quand même intuiter, c'est que du coup, eh bien, il va y avoir seulement une partie ou une fraction du courant qui est dans le conducteur intérieur, qui passe à l'intérieur de ce contour fermé, puisque ce courant se répartit sur toute la section du conducteur intérieur, et que ce courant, il y en a une partie qui passe dans cette zone-là, et une partie qui passe dans cette zone-là. Donc une partie qui passe à l'intérieur du contour fermé, et une autre partie qui passe à l'extérieur du contour fermé. Donc ce qui est important maintenant de savoir, c'est quelle proportion de I passe à l'intérieur du contour fermé, et voilà, surtout puisque c'est ce qui nous intéresse. Et puis, quelle proportion passe à l'extérieur. En fait, à l'extérieur, on n'en aura pas besoin. Voilà. Et là, donc, il faut se méfier. Par exemple, là, j'ai fait un cercle de rayon moitié à peu près du rayon du conducteur central. Donc, on pourrait penser qu'à l'intérieur du cercle, là, du cercle rouge, du contour fermé, il passe la moitié du courant qui passe dans le conducteur central. Alors, voilà, c'est une mauvaise intuition, ça, on va voir que c'est faux. Et en fait, la chose qui va permettre de s'en sortir relativement bien, c'est de revenir à quelque chose que je vous ai défini en introduction de ce cours sur l'électromagnétisme, c'est de calculer ce qu'on va appeler la densité de courant. Vous vous souvenez, la densité de courant, c'était donc la densité de courant dans le conducteur central, et c'est quelque chose qui se calcule et qui est en ampères par mètre carré. Donc pour obtenir cette densité de courant dans le conducteur central, eh bien, en fait, il suffit de prendre le nombre d'ampères qui circulent dans ce fil et divisé par la section du conducteur central. Alors, voilà. Et c'est en ampères par mètre carré. Alors, donc on va parler, voilà, on va introduire J intérieur. Donc ça c'est la densité de courant en ampères par mètre carré. Et pour la calculer, bien, on sait que ça sera le nombre d'ampères qui passe dans le conducteur central divisé par le rayon, la surface de ce cercle, ou donc la section du conducteur central. Et ça c'est donc, c'est pas 2 pi r qu'il faut prendre, mais c'est pi r carré, mais attention, le rayon de ce cercle c'est A. Donc en fait, il faut écrire pi a carré ici. Et ensuite, si on veut avoir la somme des courants qui passent à l'intérieur du contour fermé, eh bien, il va suffire de multiplier cette densité de courant, qui est en ampères par mètre carré, par le nombre de mètres carrés qu'il y a ici à l'intérieur du contour fermé. Donc on multiplie les ampères par mètre carré par les mètres carrés, et ça va nous donner les ampères. Donc en fait, on écrira que sigma DI, eh bien, c'est égal à J intérieur, que multiplie cette surface là. Et cette surface, donc c'est un cercle de rayon R, et si je veux la surface qui est intérieure, j'écris pi r carré. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à remplacer la valeur de J intérieur que j'ai calculée au-dessus dans cette équation, et ça va me donner sigma DI égale donc I sur pi a carré qui multiplie pi r carré. Voilà, les pi s'en vont. Et il va me rester donc I que multiplie a carré sur r carré. Je crois que je me suis trompé. Pardon. Non, c'est pas ici. C'est r carré en haut divisé par a carré. Voilà. Et ensuite, on remplace tout ça dans la formule qui est ici. Et on obtient que l'intensité du champ magnétique, ici, ça va être donc mu0 I que multiplie r carré sur a carré divisé par 2 pi r. Voilà. Alors on ne va pas laisser comme ça, puisque au numérateur on multiplie par r carré et au dénominateur on divise par r.
Donc ça fait R fois R divisé par R. Il va nous rester en fait mu0 I R. Et si on divise par A carré, bien autant le mettre sous le trait de fraction global. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc ça c'est à l'intérieur du conducteur intérieur. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à explorer comme zone géographique, je dirais, du câble coaxial? Mais la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est dans le conducteur extérieur. Voilà. Donc dans le conducteur extérieur, c'est si l'éloignement au centre du câble coaxial est compris entre B et C. Donc on va écrire si. Et il ne reste plus que ça à faire. Donc R compris entre B et C. Voilà. Et bien là, je vous conseille aussi de faire pause et d'essayer de trouver tout seul, notamment en utilisant cette fois la densité de courant dans le conducteur extérieur. Voilà. Alors vous aurez, si vous voulez calculer cette densité de courant dans le conducteur extérieur, vous allez peut-être vous heurter à une difficulté. C'est de calculer l'air ou la section de ce conducteur extérieur, c'est-à-dire l'air qui est compris entre ces deux cercles. Alors je vous donne l'astuce, pour avoir l'air comprise entre les deux cercles, il suffit de faire l'air du grand cercle, ou du grand disque, moins l'air du petit disque. Voilà, vous faites la différence des deux airs et vous obtiendrez ce qu'il y a entre les deux, tout simplement. Voilà, je vous laisse faire pause, et puis on reprend dans 5 minutes pour la correction. Alors, on va calculer J extérieur, la densité de courant dans le conducteur extérieur. Je vous rappelle que c'est bien en ampères par mètre carré. Donc il faut faire le nombre d'ampères qui passe dans le conducteur extérieur. Bon, ça c'est facile, c'est I. Voilà. Voilà. Normalement c'est un vecteur, donc il serait dirigé dans le sens, mais là on fait que la norme, donc on met juste I comme ça. Voilà. Et je vais diviser par la surface qui est entre les deux cercles là. Et donc ça va être l'air contenu dans le grand cercle, moins l'air contenu dans le petit cercle. Mais ça va s'écrire tout simplement pi c carré moins pi b carré. Et après, il faut calculer sigma di. Égal. Alors, dans le sigma di, pour bien se représenter les choses, maintenant il faut bien dessiner le contour fermé. Le contour fermé, cette fois, il a un rayon qui est tel que il se situe dans le conducteur extérieur. Il fait le tour comme ça. Voilà, il a son rayon R, je ne le mets pas à chaque fois, mais je vais le remettre là, voilà. Le rayon R du conducteur extérieur, du contour fermé est comme ça. Et puis, pour avoir on va déjà commencer par ce qui est simple. À l'intérieur de ce cercle-là, il passe l'intégralité du courant dans le conducteur central. Voilà, ça passe à travers, donc ça va faire I. Déjà, il y a I. Et puis ensuite, il va y avoir une fraction du courant qui passe dans le conducteur extérieur. Voilà. Et celui-là, il va dans le sens inverse du sens, le sens de parcours est comme ça, donc c'est normal que ce courant il soit compté positivement. Par contre, celui-là, comme il va dans le sens, il doit être compté négativement. Voilà. Mais ce n'est pas la totalité de ce courant qu'il va falloir indiquer maintenant, mais seulement la partie de ce courant qui traverse la surface qui est à l'intérieur du contour fermé, donc surface que je hachure là, pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Voilà. Donc je comptabilise la quantité de courant qui passe à travers cette section hachurée là. Et pour ça, je vais prendre la densité dans le conducteur extérieur que j'ai déjà calculé, et je vais la multiplier par l'air qui est contenu entre ces deux disques. Donc un rayon qui vaut B et l'autre un rayon qui vaut R. Voilà. Alors on écrit tout ça, donc finalement je vais avoir moins le J extérieur en ampères par mètre carré, que multiplie donc le nombre de mètres carrés situés entre les deux cercles, c'est-à-dire entre le disque, le cercle de surface pi r carré, moins celui qui fait pi c carré. Voilà ce qu'il fallait écrire.
Voilà, et ensuite il y a un peu de calcul pour remettre tout ça bout à bout. Alors je vais effacer quelques petits trucs. Bon, ici on se souviendra, c'est facile à se souvenir, hein. Le champ B est nu à l'extérieur. Cette formule-là, je me la réécris. C'est pas grave, j'efface, je la réécrirai plus tard. Parce qu'il faut de la place pour faire le calcul. Alors on va calculer donc un peu mieux donc sigma DI en réinjectant la valeur de J extérieur, calculé ici dans cette formule. Voilà, je m'aperçois que je me suis trompé en fait, hein. L'air contenu dans la zone hachurée, d'accord, c'est entre un cercle de rayon R et un cercle non pas de rayon C mais de rayon B. Donc là c'est pas C qu'il faut mettre, c'est B carré. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, et donc on poursuit le calcul, donc ça donne sigma DI égale I moins. Donc le J extérieur, je le remplace par ça, donc ça me fait I sur pi C carré moins pi B carré, que multiplie pi R carré moins pi B carré. Ok, donc allez, je vais l'écrire bien, on va prendre un peu de temps. Le I, je le mets en facteur, ici il y est une fois. Voilà. Et là, il y est donc fois pi R carré moins pi B carré sur pi C carré moins pi B carré. Ok. Donc les pi, je peux mettre en facteur pi au numérateur et au dénominateur, et ça fera pi sur pi. Allez, je vous fais une petite ligne de calcul intermédiaire pour ne pas vous paumer. Ça fait 1 moins pi que multiplie R carré moins B carré divisé par pi multiplie C carré moins B carré. Voilà. Donc pi divisé par pi, ça fait 1, donc je peux les éliminer. Voilà. Et donc ensuite, j'ai 1 moins, moins ça. Alors pour faire la soustraction, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que le 1 qui est ici, je vais l'écrire C carré moins B carré sur C carré moins B carré. Voilà. Moins R carré moins B carré sur C carré moins B carré. Ah, donc ça c'est bien le même numérateur sur le même dénominateur, donc ça vaut bien 1. Voilà. Et quand on va faire la soustraction des numérateurs, j'ai du moins B carré qui va s'annuler avec du moins fois moins B carré, donc du plus B carré, donc les B carrés s'en vont. Et il va me rester juste I que multiplie donc C carré moins R carré. Et B, j'en ai plus. Divisé par C carré moins B carré. Okay. Ouf, j'y suis arrivé. Et donc maintenant, je vais remplacer ce sigma DI par, dans cette formule. Et donc, je vais obtenir que entre les deux, que dans le conducteur extérieur, le champ magnétique vaut mu0 I sur 2pi R que multiplie C carré moins R carré divisé par C carré moins B carré. Et voilà, c'était la dernière formule, puisque maintenant on connaît donc l'intensité du champ magnétique et puis la direction aussi, hein, puisque c'est qui tourne en rond, de partout. Ici, dans cette zone-là, à l'extérieur et entre les deux cercles ici, c'est dans le conducteur extérieur. Très bien. Alors comme il n'y a que des formules, pour y voir un peu plus clair, maintenant on va faire un petit graphe qui va récapituler donc comment évolue l'intensité du champ B au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Voilà. Donc ça on va le traduire par un petit graphe. Je vais quand même garder cette formule-là. Où vais-je mettre mon graphe? Voilà, je vais le mettre là, à la place de mes calculs. J'efface les calculs. Voilà, je garde les formules. Et je vais faire mes axes. Allez. Donc je vais faire un axe comme ça. Ça va être R, la distance au centre du câble coaxial. Voilà. Donc, et ici, on va avoir l'intensité du champ magnétique. B sans flèche. Ensuite, on va avoir sur l'axe des R 3 valeurs remarquables, on va avoir le A, le B et le C.
donc, eh bien, on va pouvoir tracer la courbe. Et quand on va donc quand on commence ici, là, de 0 à A, eh bien, la formule qui est valide, c'est celle-là. Voilà. Et cette formule-là, donc si je cherche à la tracer, ça va me donner quoi comme type de courbe, hein? Eh bien, en fait, vous voyez là-dedans, il y a B, mu0, I et A sont des constantes, donc ça c'est une constante, et finalement, j'obtiens que B est proportionnel à R. Donc si B est proportionnel à R, eh bien, ça va nous donner une droite qui passe par l'origine, donc avec un champ qui grossit au fur et à mesure que R augmente. Voilà, donc ça va faire quelque chose qui est comme ça. En ligne droite, hein, vous pouvez tracer à la règle, voilà, jusqu'ici. Voilà, au sommet du sommet, là, enfin, on va voir que c'est le sommet de la courbe, eh bien, il suffit de faire R égale A dans cette formule. Et si je fais R égale A, ça fait du A sur A carré. Donc il y a un dA qui va simplifier, et donc la valeur max ici, c'est mu0i sur 2πa. Voilà, ensuite de A à B, donc j'ai plus la formule, je l'ai effacée, mais c'est facile, quand on était de A à B, sigma di, ça va être I. Donc en fait, quand on est entre A et B, d'accord, on obtenait ça. B égale mu0i sur 2πr. Voilà. Donc ça c'est c'est ce que vous pouvez donc regarder sur vos notes de cours, c'est ce qu'on avait trouvé quand on était donc dans cette zone-là, entre les deux conducteurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit que B n'est plus proportionnel à R, mais inversement proportionnel à R, puisque R est au dénominateur, puis tout le reste, c'est des constantes. Voilà. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que ici, j'ai oublié le 2π d'ailleurs. Voilà, corrigé. J'avais oublié le 2π. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne comme type de courbe? Ben ça, c'est une courbe du genre B, qui est notre Y, là, égale une constante divisée par R, qui est le X. Donc c'est une courbe du type Y égale 1 sur X. Donc ça s'appelle une hyperbole. Voilà. Et une hyperbole, c'est à quelle allure? Eh bien, c'est quelque chose qui est décroissant cette fois, c'est-à-dire quand R augmente, B va diminuer. Et puis ça fait quelque chose qui est arrondi comme ça, qui décroît de manière arrondie. Voilà. Et puis ici, on arrive à B. Voilà. Et ici d'ailleurs, l'intensité du champ magnétique, eh bien, il suffit de faire R égale B là-dedans, et ça nous donne mu0i sur 2πb. Donc ici, ce sera mu0i sur 2πb. Voilà. Et puis la dernière formule pour exploiter, c'est celle-ci. Donc là, celle-ci, c'est quand on est entre B et C. Et quand on est entre B et C, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve un bout de l'hyperbole, hein, c'est-à-dire quelque chose, si on ne tenait pas compte de ce terme, c'est quelque chose qui se prolongerait comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, comme B et C sont assez rapprochés, eh bien, vous voyez que la variation ici serait assez faible. Donc cette chose-là, on peut la considérer comme quasi constante. Et c'est surtout ça qui va faire la variation de l'intensité du champ magnétique, finalement. Voilà. Bon, notamment, si on se met ici en B, là, hein, bien, ça fait C carré moins B carré sur C carré moins B carré, ça fait 1. Donc on retrouve bien ce qu'on avait, le mu0i sur 2πb. Par contre, si on fait R égale C, c'est-à-dire qu'on est ici, eh bien ça fait C carré moins C carré, ça fait 0. Donc en fait, on part de là, et on va finir ici, ça c'est sûr. Alors comment on va y aller? Eh bien, si je regarde juste hein, cette partie de... Voilà, j'ai fait ça, à quoi ça ressemble ça? Eh bien, c'est une équation du deuxième degré, puisqu'il y a du R carré, avec un signe moins. Donc en fait, ça va nous faire un tronçon de parabole, ça, parce que l'équation du deuxième degré, c'est une parabole quand on décide. Et c'est une parabole qui est dirigée vers le bas, donc ça fera une espèce de U, comme ça, je pense. Et en fait, on a un tronçon de ça. Ça fait quelque chose qui va décroître ici assez rapidement, je pense. Voilà. C'est un peu courbe, mais c'est pas. Voilà, ça descend assez rapidement. Et puis, voilà, on ne va pas détailler plus. Et quand on est à l'extérieur du câble coaxial, eh bien, le champ magnétique est nul. Voilà à quoi ressemble la courbe qui donne l'évolution du champ magnétique en fonction de l'éloignement au centre du câble coaxial. Alors en introduction, je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi on utilise ces câbles coaxiales, quel est l'intérêt de ces câbles coaxiaux. Alors l'intérêt, il y a plusieurs raisons. Voilà.
On va commencer par la plus simple à comprendre et celle qui résulte de ce qu'on vient de faire dans cet exercice. C'est que, en fait, quand on transporte un signal dans un câble coaxial, eh bien, le champ magnétique à l'extérieur est nul. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire d'une part que, quel que soit le signal qui est à l'intérieur du câble, ça n'induit aucune perturbation électromagnétique à l'extérieur du câble. Voilà, ça on peut le dire comme ça. Une autre façon de le dire, c'est que en fait, ce qui est à l'intérieur du câble coaxial, c'est assez confidentiel, puisque même si on est à l'extérieur, on fait des mesures de champ magnétique, on n'arrivera pas à connaître le signal qui est à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir une certaine discrétion, on va dire. Voilà. Et puis, ce câble coaxial, donc on est sûr que le signal transmis reste bien à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle on utilise les câbles coaxiaux pour faire la liaison qu'il y a entre l'électronique d'un émetteur radio et l'antenne d'un émetteur radio. Voilà. Pour faire la liaison de cette électronique vers l'antenne, on utilise un câble coaxial. Alors, pourquoi ? Pas parce qu'on veut que ce qui est dans le câble, ce qui circule dans le câble soit confidentiel, puisque si on fait un émetteur radio, l'objectif c'est quand même au contraire d'envoyer des perturbations électromagnétiques le plus loin possible, des ondes électromagnétiques. Hein. Voilà. Mais en fait, quand on fait un émetteur radio, on veut que les ondes électromagnétiques soient libérées le plus haut possible. Alors pourquoi le plus haut possible ? Bien, pour comprendre ça, il suffit de se poser la question de savoir pourquoi les phares qu'on a sur les côtes, donc qui sont des lumières qui sont au sommet de tours, pourquoi ces lumières on les met en haut ? Tout simplement c'est pour que les bateaux puissent voir cette lumière depuis le plus loin possible. Hein. Et notamment, il faut plus c'est haut, plus on pourra le voir loin, même compte tenu de la courbure de la surface de l'océan qui suit la surface de la Terre, qui est en forme de sphère. Voilà. Donc pourquoi quand on fait un émetteur radio, on met l'antenne en haut la plupart du temps ? Eh bien c'est parce qu'on veut que cette antenne rayonne des ondes électromagnétiques le plus loin possible, exactement comme on veut que la lumière du phare de bateau soit rayonnée le plus loin possible et vue le plus loin possible. Voilà. Donc quand on fait un émetteur radio, eh bien on positionne l'antenne assez haut, et quand on transporte le signal électrique vers cette antenne, et bien par contre, sur tout le transport, on veut que le signal reste bien confiné à l'intérieur du câble coaxial. Et c'est seulement quand on arrive au niveau de l'antenne qu'on veut que cette énergie électrique soit transformée en onde électromagnétique. Voilà, typiquement. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle on utilise ça pour les émetteurs de radio. Ensuite, quand on fait de la réception radio, ou quand on reçoit par exemple les signaux de télé, et bien pareil, on prend un câble coaxial pour relier cette fois l'antenne de réception au téléviseur. Voilà ce qu'on a vu. Alors ça, c'est déjà... il y a une des raisons, c'est parce qu'on aime bien que le signal qui est très faible reçu au niveau de l'antenne, on aime bien déjà qu'il puisse aller jusqu'au téléviseur sans ressortir du câble au fur et à mesure qui descend dans le câble, ce signal. On veut que le signal, l'énergie, si vous voulez, ou le niveau du signal, l'énergie reste à l'intérieur pour que le niveau du signal ne s'atténue pas au fur et à mesure qu'on avance dans le câble. Voilà. Donc ça, c'est une des premières raisons. Voilà. Et la deuxième aussi, c'est que, on a vu que que ce câble-là, quand il y a des courants qui circulent, il n'y a pas de perturbation électromagnétique à l'extérieur, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire si on a un système qui envoie des ondes sur ce câble, des perturbations électromagnétiques, le signal qui est à l'intérieur va être protégé des parasites électromagnétiques qui peuvent être à l'extérieur. Voilà. Et il est confiné à l'intérieur, et donc il ne reçoit pas, ou très peu, des parasites qui sont à l'extérieur. Et donc ça c'est important parce que quand on a un signal qui arrive sur une antenne de réception, c'est un signal qui est en millivolts, voire en microvolts. Voilà. Et on veut l'amener jusqu'au téléviseur sans qu'il soit parasité par les perturbations électromagnétiques qui est à l'intérieur des maisons. Voilà, typiquement. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce type de câble en télévision. Si on l'utilise en audio, c'est exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand on parle dans un micro, la tension électrique produite par le micro est assez faible, c'est en millivolts. Et si jamais on n'utilisait pas un câble coaxial pour relier le microphone à l'amplificateur, on aurait des tonnes de ronflements et de bruits parasites dans l'amplificateur, qui viendraient perturber le son qui est capté par le micro.
Voilà, voilà. Et puis, je vous avais indiqué qu'on utilise ce genre de câble coaxial pour faire de la transmission à très haut débit d'informations, notamment pour Internet. Oui, alors ça tient en deux choses. Déjà, quand on veut faire du très haut débit, eh bien, c'est qu'on utilise des hautes fréquences. Et les hautes fréquences, si on ne met pas ça dans des câbles coaxiaux, ça a tendance à créer des ondes électromagnétiques et le signal sort du câble, si vous voulez. Voilà, et donc il perd en intensité au fur et à mesure qu'il progresse dans le câble. Et puis, c'est une chose qu'on ne peut pas étudier ici, on montre aussi que dans ces câbles coaxiaux, s'ils sont bien faits et que donc il y a bien un bon diamètre bien constant, enfin que toutes les couches sont bien identiques à elles-mêmes au fur et à mesure qu'on progresse dans le câble, eh bien les signaux vont se propager de manière très pure, je dirais, dans le câble, notamment en allant que dans un sens. Et si on fait bien attention à ce qu'on met au bout du câble, eh bien surtout on n'aura pas de rebond de signaux à l'extrémité du câble. Voilà, parce que sinon il y a des phénomènes qui font que quand on envoie un signal dans un câble, eh bien, il peut partir dans tout le long du câble, se propager à la vitesse de la lumière, ou à peu près, et ensuite, quand il arrive à l'extrémité du câble, il peut rebondir et revenir au point de départ, et puis faire des tonnes de rebonds, et ça fait plein de signaux parasites dans le câble. Ça. Voilà. Bien, quand on a un câble coaxial, en fait, on s'arrange pour mettre à l'extrémité une résistance qui est égale à l'impédance caractéristique du câble, et dans ce cas-là, on montre qu'il n'y a pas de rebond. Et donc le signal, il n'y a pas de rebond qui vienne perturber le signal qui sert à transmettre de l'information depuis le point d'entrée du câble vers le point de sortie. Voilà, voilà. Bon, donc vous savez pas mal de choses sur le câble coaxial. Bon, nous, l'objectif, c'était essentiellement de faire une première application du théorème d'Ampère. Voilà. Ok, bon, la prochaine fois, on fera à peu près la même chose, mais on calculera le champ magnétique créé non pas par un câble coaxial, mais par une ligne bifilaire. Alors, une ligne bifilaire, c'est tout simple, c'est deux fils qui cheminent l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on a classiquement. C'est beaucoup moins protecteur que le câble coaxial qu'on a décrit ici. Mais c'est très utilisé, notamment en basse fréquence, puisqu'en basse fréquence, il n'y a pas trop de rayonnement d'ondes électromagnétiques qui se produisent. Voilà. Eh bien, on fera ça la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.